Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de retrouver un de nos experts crypto et un de nos experts finance tokenisés en plateau. Bonjour Alexis Bourdilla. Bonjour Nicolas et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de Ready. Dans un instant, on va évoquer des évolutions, des actualités dans le monde de la finance tokenisée. Juste avant cela, aux États-Unis, on voit que les stablecoins continuent à progresser. On voit des grands noms de la finance traditionnelle lancer de nouveaux stablecoins. C'est un produit, si je puis dire, un véhicule qui plaît. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu sous l'impulsion de la politique de Trump qui est assez pro-crypto. En fait, il propose un projet de loi, quelque chose qui s'appelle Genius et qui permet à beaucoup d'émetteurs de stablecoins d'avoir un cadre un peu défini. Bien sûr, oui. Et donc, on voit des gérants d'actifs, donc le Fidelity par exemple, qui annonce vouloir lancer un stablecoin adossé à des fonds monétaires et également lancer des fonds monétaires tokenisés. On a également une société qui est proche de Trump, une start-up, une fintech qui s'appelle World Liberty Financial, qui est possédée majoritairement, minoritairement par la famille Trump. D'accord, on ne sait pas exactement, c'est ça ? On ne sait pas exactement, qui annonce, ou de manière directe ou indirecte, qui annonce vouloir justement lancer un stablecoin. D'accord. Alors, juste pour rappel, un stablecoin, c'est un jeton est égal à $1. En fait, il y a le PEG, la parité qui est assurée. Bien sûr. Et pour s'assurer de cette parité-là, les stablecoins investissent dans de la dette. Et donc, un stablecoin dollar va investir dans de la dette américaine. Donc, c'est un outil assez puissant de manière politique, de manière budgétaire, pour dire, sur la blockchain, on va avoir des jetons qui représentent $1 et qui sont investis dans la dette américaine. Pourquoi des grands noms comme Fidelity vont sur les stablecoins selon vous ? En fait, c'est un marché qui représente déjà 200 milliards de dollars sur les stablecoins dollars. En euros, c'est beaucoup moins. Bien sûr, moins d'un milliard. Il y a moins de stablecoins euros aussi. Ouais. Donc, tout ce qui se fait en finance décentralisée, en finance sur la blockchain, ça se fait en dollars, malheureusement. Donc, il faut que l'Europe rattrape un peu et qu'il y ait un intérêt pour tous les acteurs de la finance décentralisée à utiliser de l'euro numérique ou des stablecoins euros. On en parlera peut-être juste après. Pour les acteurs, en fait, c'est intéressant parce qu'ils peuvent tout de suite avoir des encours importants et surtout sur un cadre, sur des activités qui sont simples, acheter de la dette, gérer des fonds monétaires. Ils ont déjà les tuyaux branchés en finance traditionnelle. Ouais. Ils ont juste à tokeniser. Et aujourd'hui, cette tokenisation, elle devient vraiment accessible à tous. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que quel intérêt pour un acteur financier traditionnel d'aller investir et créer un véhicule sur la blockchain où un stablecoin est égal à $1 alors qu'ils sont déjà effectivement des réserves et de la trésorerie en dollars ? C'est vraiment pour augmenter leurs encours et s'accaparer une partie du marché qui est sur la blockchain. Il y a également, lorsqu'ils créent des véhicules tokenisés, il y a également des stablecoins qui sont natifs sur la blockchain, qui sont peut-être algorithmiques, etc., qui ont des réserves à investir. Et ces gérants d'actifs traditionnels, ils vont pouvoir aller séduire les stablecoins pour leur dire placez votre liquidité, placez votre trésorerie sur nos fonds monétaires tokenisés. D'accord. Et donc, on a vu ça récemment avec... c'est pas une start-up maintenant, c'est un stablecoin qui a près de 10 milliards de dollars d'encours. C'est l'USDS de Sky et avec Spark, qui a lancé un grand prix, ils appelaient ça, pour attribuer 1 milliard de dollars à des gérants d'actifs monétaires tokenisés. D'accord. Et donc, ils ont sélectionné 3 gérants d'actifs, dont 2 qui sont des gérants d'actifs traditionnels. Donc, il y en a un qui a récupéré 500 millions de dollars, l'autre 300 millions de dollars, ça c'est pour l'acteur qui n'est pas un acteur traditionnel. Des acteurs dont on ne peut pas donner le nom, c'est ça Si. Donc, c'est BlackRock, le premier. Donc, en fait, on se rend compte que c'est une stratégie gagnante pour le leader de la gestion d'actifs mondial qui justement s'insère bien dans l'écosystème blockchain, finance sur la blockchain, et qui récupère du coup des réserves gérées pour ces startups-là. Donc 500 millions pour BlackRock, 300 millions pour Superstate
C'est une start-up qui a été créée il y a 1 an et demi à peu près. D'accord. Et qui, du coup, c'est assez génial pour un nouveau gérant d'actifs Donc, c'est des gérants d'actifs traditionnels, pour certains d'entre eux, qui ont créé des fonds tokenisés qui vont gérer la trésorerie du stablecoin qui a été émis sur la blockchain. Exactement. D'accord. Et on voit effectivement le lien toujours plus resserré, finalement, entre ces deux mondes. En Europe, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, en Europe, on a des stablecoins qui se lancent ou des liens qui se créent. En Europe, les stablecoins sont réglementés. Donc, les émetteurs doivent être agréés. Enfin, il y a vraiment plusieurs typologies d'émetteurs. Aujourd'hui, il y a moins d'une dizaine de stablecoins qui sont sous le cadre de la réglementation européenne. Bien sûr. Les exigences sont très strictes. Du coup, le marché peine un peu à décoller. D'accord. Et surtout, ces stablecoins qui sont autorisés en Europe, ils sont surtout en dollars, même s'ils sont en Europe. Et donc, on a moins de cas d'usage avec l'euro. Mmh. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a moins d'utilisateurs. Et donc, peut-être que les utilisateurs européens vont avoir besoin de l'euro numérique. D'accord. Pour enfin utiliser l'euro comme moyen de règlement sur leur activité. Euro numérique qui n'est pas encore lancé, mais qui devrait être prochainement lancé. On a une date déjà ou... Alors, la Banque Centrale Européenne est ravie des tests qu'elle a fait avec 3 banques centrales nationales et même d'autres impliquées. Bien sûr. Ces 18 derniers mois. Elle a annoncé vouloir se lancer assez rapidement sous une première forme pour, à plus long terme, créer son propre registre distribué, donc sa propre blockchain qui permettrait de faire du règlement livraison. On pense à un target modernisé, un système target pour le règlement qui est modernisé grâce à la blockchain. Sur le déploiement assez rapide, en fait, l'idée, c'est de mettre à disposition un euro sur lequel est défini vraiment un euro permissionné qui passerait par des intermédiaires, qui le mettraient après à la disposition du public. Et là, on parle vraiment d'un stablecoin, enfin d'un euro numérique qui serait adossé à l'euro et qui ne serait pas adossé à la dette des pays européens, alors que des stablecoins émis par une entité privée, au final, ces stablecoins-là, les émetteurs sont un peu obligés d'investir dans de la dette souveraine. D'accord. Ce qui amène d'ailleurs à comprendre un peu la différence entre un euro ou une monnaie numérique de banque centrale et un stablecoin un stablecoin privé sur le marché. On pourra d'ailleurs en reparler dans le cadre d'une autre émission. Merci beaucoup Alexis Bourdia. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés dans l'écho des cryptos. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Ready et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.